Voilà. Est-ce que c'est bon maintenant? Ok, c'est bon. Désolée, Super. voilà, on a eu un petit retard, petit démarrage à l'allumage, le stress, hein. Voilà. Bah, j'espère que nous entendez bien. Peut-être que vous pouvez nous dire dans le chat sur la droite si vous nous entendez. En tout cas, bon, moi je suis ravie d'être là ce soir. Vous êtes nombreux à avoir été intéressés par le sujet. Un grand merci à vous d'être présents. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis donc Karine Cardoni. Je suis la fondatrice d'EmoSkills, un organisme de formation qui est situé à Luxembourg et qui est en charge de gérer en fait tout ce qui est soft skills, à la fois pour les entreprises, les particuliers, mais également pour la communauté éducative, donc les enseignants, les éducateurs, les parents. Et donc, ce soir, j'ai le plaisir, dans le cadre des rendez-vous d'EmoSkills qu'on essaye de faire régulièrement, j'ai le plaisir d'échanger avec Nadège Ravou, qui est experte, coach certifiée et sophrologue, qui va nous en dire un petit peu plus sur elle dans quelques instants et qui va ce soir traiter d'un sujet qui nous concerne tous en ce moment, qui est le stress, mais on en parlera dans 30 petites secondes après que tu te sois présentée, Nadège. D'accord. Merci Karine et bonsoir à tous. Donc en deux mots, Nadège Ravou, je suis effectivement sophrologue. Alors si vous vous dites qu'est-ce que c'est que la sophrologie, c'est un ensemble de techniques et de pratiques qui visent à harmoniser ce qu'on ressent, nos sensations, nos pensées et nos actions. Donc, pour faire simple, je dirais, c'est trouver la meilleure harmonie possible entre notre tête, nos pensées et ce qu'on ressent dans notre corps et dans notre cœur. Voilà, donc ça, c'est un ensemble de techniques que j'utilise dans différents contextes. Je suis aussi coach professionnel et formatrice en entreprise. Et donc, j'accompagne avec cette approche holistique, que ce soit au niveau personnel ou dans les entreprises, les personnes et aussi les organisations. Ok, merci Nadège. Alors ce soir, on va parler d'un sujet qui effectivement est un sujet vraiment très contextuel, parce qu'on est dans une période vraiment difficile, hein, dans laquelle on est tous un petit peu tendus en ce moment, un peu sous stress dans cette période de Covid. Et donc, ben, ce soir, on va justement parler de cette thématique. Donc, tu as choisi d'intituler ce webinaire Évacuer le négatif, inspirer le positif. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contenu de ce webinaire qui va durer donc environ 1 heure avec à la fin une quinzaine de questions, une quinzaine de minutes où les gens pourront poser des questions. Et on a aussi prévu avec Nadège un petit quiz pour voir un petit peu ce que vous ressentez. Donc, un petit quiz interactif qui défilera au fur et à mesure des slides que nous allons vous proposer. Vous aurez aussi à l'issue de ce webinaire une synthèse des slides que nous vous proposons ce soir et qui vous sera transmis à l'issue de ce webinaire. Alors dis-nous Nadège, évacuer le négatif, inspirer le positif. Oui, alors pour plusieurs raisons, ce titre. Un, c'est effectivement évacuer, inspirer. Vous le verrez, la respiration, c'est un des outils qui peut être utile pour la gestion du stress. Et donc, c'est cette idée de, voilà, autant que faire se peut, hein, d'évacuer le négatif et d'inspirer le positif, comme une respiration. Pourquoi le titre? Alors effectivement, c'est une période difficile pour beaucoup de personnes. Les mesures restrictives que l'on connaît, le fait d'avoir des contacts sociaux limités est un stress en soi. Si vous ajoutez bien sûr les changements que nous vivons, l'incertitude des situations particulières qui peuvent être du surmenage ou voilà, liées à la situation familiale ou des deuils ou voilà, des situations par rapport à la maladie. Donc effectivement, tout ceci est, j'ai envie de dire, naturellement générateur de stress.
le stress, c'est pas nouveau, je dirais, et il existait avant l'homme, puisqu'il existait, il existe même chez les animaux. Donc voilà, mais c'est de dire en fait dans ce aussi évacuer le négatif et inspirer le positif qu'on a des ressources, et c'est ça dont on va discuter ce soir. En fait, les ressources que nous avons tous pour pouvoir gérer le mieux possible ce stress et garder notre équilibre et prendre conscience de comment on peut agir là-dessus. D'accord. Donc avant de démarrer, on va peut-être démarrer par un petit quiz. On va peut-être poser la première question. Donc la question porte sur, selon vous, est-ce qu'il y a bien deux types de stress qui sont différents, un stress négatif et un stress positif? Alors, vous avez la possibilité de répondre entre oui et non. Donc, ça a dû s'afficher sur votre écran. Donc, vous pouvez effectivement cliquer sur le oui ou sur le non et on va regarder en live vos réponses et Nadège pourra ensuite enchaîner. Alors, très rapidement, on a vu que, voilà, donc 83% d'entre vous ont voté. Voilà, est-ce que tout le monde peut cliquer sur ce sondage? Voilà, donc il y a 90% des personnes qui ont voté. Et en grande majorité, effectivement, Nadège, les participants ont dit oui à 86%. D'accord, d'accord. Alors, ont-ils raison? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Euh, euh, En soi, non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un stress qui soit différent, c'est-à-dire il n'y a pas une situation qu'on puisse dire, ah, ça c'est un stress positif, ça c'est un stress négatif. On peut le voir comme ça, ce qui est déjà une interprétation, mais en soi, je dirais, il n'y a pas une classification des situations ou voilà, ou des circonstances. On dirait, voilà, ça c'est un stress positif, ça c'est un stress négatif. Non. La différence, c'est dans la façon dont on va le percevoir et dans les limites et l'impact que ça va avoir, et ça, on va en discuter aujourd'hui. Mais en soi, même si on a donné ce titre hein, et on parle de stress négatif positif, mais je dirais c'est y a qu'un seul stress, voilà. Mais après, effectivement, il peut être vécu d'une manière positive ou d'une manière négative. Et c'est ça ce dont on va discuter. La question était un peu voilà Un pour piège, hein, parce qu'on voilà. on a pensé tous hein, quasiment qu'effectivement, il y avait ce fameux, on parle toujours d'un stress positif. Donc, c'est bien que tu aies pu nous éclaircir sur le sujet. Mm. Alors, une deuxième question. La deuxième question, c'est le fait de bien gérer son stress et d'être performant. Est-ce que ça veut dire avoir le moins de stress possible? Est-ce que c'est-à-dire quand on gère bien, quand on est bien, quand on est performant, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas finalement de stress? Alors, là, vous pouvez aussi répondre à ce petit sondage rapide. Alors, 80% des personnes ont répondu. Voilà, voilà. Alors, 83% des personnes ont répondu et à 77%, la réponse est non, Nadège. D'accord. Alors, je dirais que c'est effectivement plutôt non la bonne réponse, mais là aussi, on va le modérer et je vais vous dire pourquoi. Effectivement, il y a une courbe classique que vous allez voir dans la diapositive suivante. C'est ce qu'on appelle la courbe du stress et de la performance, qui montre que si on a un niveau de stress très très bas, en fait, on va dire on n'a pas assez de stimulation pour être performant de façon optimale. Pour être stimulé, on peut être, comme vous le voyez dans la diapositive, éventuellement dans l'ennui, un espèce d'état comme ça, effectivement pas stressant, mais du coup, on n'est pas très stimulé et ça peut devenir ennuyeux. Après, il y a ce qu'on appelle une zone de performance, qui est une zone optimale,
pour être où on est bien. Et puis, on a une forme de stimulation. On utilise nos ressources, nos capacités, un peu de stress, mais voilà, qui nous fait être performant. Et puis après, il y a effectivement la partie droite de la courbe où là, c'est trop de stress et c'est là où les phénomènes de fatigue, anxiété, voire rupture et burn-out peuvent s'installer. Alors tout ça, il y a une composante aussi de temps. C'est pour ça que je disais ça peut être oui aussi, c'est-à-dire qu'un peu de stress, ça peut permettre d'être performant à un moment donné. Si on parle par exemple de ce qu'on vit en ce moment, peut-être qu'à un moment donné, le confinement, ça a pu nous mettre dans un état de stimulation, peut-être pour certains, voilà, d'une espèce de motivation à faire face, etc. Et puis il peut y avoir des choses qui s'installent et puis qu'on ressente après vraiment plutôt un état de fatigue, que c'est trop. Et là, on utilise ces ressources et c'est là où, bien sûr, on n'est plus dans la performance et où le stress peut devenir, s'il est donc chronique et mal géré, dangereux pour notre santé, dangereux pour notre bien-être mental et physique en général. Donc voilà, c'est ce lien classique entre stress et performance. Là, encore une fois, dans la situation actuelle, le risque plutôt que nous pouvons avoir, c'est d'avoir un stress chronique lié à des situations qui se répètent et qui nous créent du stress et éventuellement que ça nous impacte davantage. Je reviendrai sur burn-out, tout ça après. Voilà. Donc ça, c'est le lien entre stress et performance. Et quand tu parles de performance optimale, donc quand on parle de performance, on veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'on se sent bien pour être en mesure d'affronter n'importe quelle situation dans une journée? Oui, et merci Karine de poser cette question parce que le mot performance, il est, je dirais, voilà, il y a des personnes peut-être qui l'aiment, d'autres qui ne l'aiment pas. Je l'utilise volontairement, mais j'aime bien, enfin, j'apprécie pouvoir partager ma définition. La performance, c'est pas forcément, déjà, c'est pas être au top niveau de quelque chose. C'est la capacité qu'on a à bien faire ce qu'on veut faire. Ça peut être dans la vie de tous les jours, hein, comme je sais pas, si on a une famille, s'occuper de notre famille, de nos enfants, se sentir bien au travail, avoir la bonne énergie pour faire ce qui est important pour nous de faire et être de la manière dont on souhaite être. C'est ça la performance en soi. Après, bien sûr, si on est un sportif de haut niveau, ça va avoir une autre signification, mais au quotidien, finalement, ce qu'on veut, c'est ça. C'est un état de bien-être qui nous permet de faire ce qu'on veut faire. D'accord. Merci Nadège. Alors, on va passer à un autre petit quiz. Donc, celui-ci, ça va être sur le lien entre le stress et les maladies. Est-ce que ce lien entre le stress et les maladies est scientifiquement prouvé selon vous? Alors, une grande majorité d'entre vous ont dit que oui. Effectivement, à 97%, Nadège, les participants pensent que effectivement, il y a un lien entre stress et maladie qui est scientifiquement prouvé. Qu'en penses-tu? Oui, alors c'est vrai et ça c'est une réalité. J'ai mis cette question parce que je pense que c'était bien, voilà, de clarifier les choses si besoin. Il y a un lien qui est prouvé, entre autres, entre le stress et toutes les maladies digestives. On sait, et depuis une dizaine d'années, hein, il y a beaucoup d'études qui ont montré le lien en fait entre tout notre système digestif et notre cerveau et même notre cœur d'ailleurs, parce qu'il y a un lien entre les neurones aux trois niveaux. Donc, par exemple, le système digestif, c'est vraiment une évidence scientifique que sur le long terme, bien sûr, hein, il peut y avoir, le stress peut
déclencher des maladies du système digestif. Au niveau des maladies de peau, c'est la même chose. C'est prouvé que le stress peut soit aggraver, soit déclencher certaines maladies dermatologiques. Au niveau des maladies cardiaques aussi, c'est plutôt au niveau des émotions, on le verra un peu plus tard. Et puis après, bien sûr, il y a tout un tas de choses qui sont peut-être pas prouvées, qui sont peut-être vraies ou pas. Voilà, moi là j'ai posé la question scientifique. Dans tous les cas, voilà, il y a déjà beaucoup d'évidences qui montrent que le stress peut créer des maladies. Parce que, comme vous le voyez sur la diapositive là, au début, le stress, c'est un phénomène d'adaptation naturelle, donc qui n'est pas du tout négatif en soi. Dans une situation où vous allez avoir un coup de stress, ce qui va se passer, c'est que votre corps va se mettre dans un état d'alarme, comme c'est montré ici. Donc, c'est votre système nerveux parasympathique qui va être éveillé, j'ai envie de dire, actionné, et ça vous donnait un boost d'énergie, immunité aussi, focus, comme là, je suis en train de parler, naturellement, j'ai un niveau de stress qui me permet d'être plus présente que si j'étais totalement relax, par exemple. Et puis voilà, tout un tas le cœur qui bat plus vite, tout ça c'est naturel, c'est tout à fait normal et c'est un phénomène d'adaptation. Toujours, le problème, c'est si c'est chronique et si ça se répète et si ça dure longtemps, alors c'est là qu'il y a le lien entre le stress et les maladies. Donc, le système immunitaire qui était activé, il peut après, au contraire, baisser. Et puis, certains paramètres physiologiques, ils vont devenir néfastes sur le long terme. Et donc, tout est une question d'équilibre. Encore une fois, un stress à un moment donné, même sur plusieurs jours, plusieurs semaines, on est capable de le gérer au niveau physique. Si ça s'installe et si ça devient chronique, c'est là où potentiellement le stress peut créer des maladies. Alors, on sait que le corps, le cerveau, tout est intimement lié, évidemment, et le stress dans tout ça vient effectivement nous engendrer potentiellement des maladies, des burn-out. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand quand on vit une situation difficile? Comment est-ce qu'on peut justement gérer en fait ce stress quand c'est un stress trop intense, par exemple? Oui. Alors, je vais vous donner des ressources et c'est ça le but de la présentation. Avant, je vais juste réexpliquer pourquoi il se passe ça et pourquoi aussi c'est normal. Et après, sur quoi on peut agir. Donc, effectivement, quand je disais quand il y a une réaction de stress, c'est un état, on réagit d'une certaine façon et ça, c'est naturel. Ça vient de notre évolution en tant qu'humain et notre corps réagit encore par rapport à une situation difficile, comme si on était un petit poisson là qui va être mangé par le requin. Donc ça, c'est l'attaque. Donc se sentir attaqué et on réagit par un stress de fuite. On verra après ce que c'est. La deuxième façon de réagir ou la deuxième façon de se voir, hein, c'est on a ce qu'on appelle sentir une menace. Et dans ce cas-là, une des façons de réagir naturelle, ça peut être l'inhibition. Il y a une menace, il y a quelque chose qu'on identifie comme une situation dangereuse. Et naturellement, et c'est pas, encore une fois, c'est naturel, on peut vouloir se cacher comme cette âne là qui se cache derrière l'arbre ou vouloir ne plus bouger du tout. On s'arrête, on est bloqué, on bouge plus, on fait plus rien. Voilà, c'est une réaction de stress. On se fige. Et puis il y a une troisième qui est la lutte, comme les deux ours là qui se battent. C'est la troisième réaction sous stress. Il y a une situation, eh ben, j'ai l'impression qu'il faut que je me batte et je la vis comme une lutte. Voilà, ben, faut que j'attaque, faut que je réagisse et que je lutte contre ça. Donc, dans la vie courante, bon, il n'y a pas des ours qui nous sautent dessus. On peut avoir l'impression d'être un petit poisson mangé par un requin. Et bon, la réalité est un peu différente, mais c'est ce qu'on peut ressentir, hein, et c'est ce qui se passe dans notre corps. Mais on va voir sur la diapositive suivante, ça se traduit plutôt par des émotions, en fait, par des états qu'on ressent. Et si tu montes la diapositive. Mais peut-être avant celle-là, j'ai une petite question qui m'est venue quand tu expliquais les trois situations. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans l'une ou l'autre situation? Est-ce que
il y a enfin, il y a un contexte, il y a des choses qui vont dire, bah, cette personne-là, elle est plus encline à lutter, celle-ci va être plutôt dans la fuite, l'autre va être, voilà, dans une. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans un ou l'autre des comportements finalement? Il y a des raisons à ça ou? Alors, en tout cas, alors ce concept, il vient de Laborie, qui l'a prouvé, hein, enfin qui l'a mis en évidence. On a une réaction naturelle préférée, en fait. On a une tendance plutôt, dans une situation de stress, à réagir d'une certaine manière, en tout cas dans la vie de tous les jours, hein. Donc, on va plutôt peut-être avoir tendance naturellement à fuir, et on verra sur l'autre diapositive ce que c'est. Ou bien à se figer, à ne plus bouger, à se sentir plutôt là, comment dire, paralysé, voilà. Et d'autres personnes vont être plus naturellement dans l'attaque. Donc là, déjà, on a un mode de réaction préféré, Mhm. plus naturel, on va dire, sur lequel on peut travailler, hein. Et puis, ça peut varier quand même d'une situation à l'autre. Mais pourquoi je ne pense pas qu'on ait pu le prouver quoi que ce Oui, soit? il n'y a pas de Pourquoi raison qui explique de dire, toi, tu serais plutôt dans une situation de lutte, toi, tu vas être figé, complètement tétanisé quand tu es au stress. Il n'y a pas particulièrement En tout cas, j'ai pas la réponse. Je d'explication de pense pas que réaction. ce soit D'accord, prouvé ni par l'histoire de la personne, ni par je sais pas quoi, quelque chose de génétique ou ce genre de choses. Non. d'accord. Alors, justement, tu mentionnais la suivante. Euh, donc, comment on réagit hein, face à ça? Donc, tu nous as expliqué que ça pouvait être les trois réactions dont tu nous as parlé. Euh, alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire justement par rapport à ça? Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir gérer ce stress une fois qu'on le vit et une fois qu'on est dans cette situation? Oui, alors on va y venir après. Je vais juste terminer sur la Oui. diapositive là. Euh, et il manque juste, je pense qu'il faut cliquer une autre fois pour voir voilà. Donc ça, c'est pour faire le lien avec la vie de tous les jours, ce qu'on disait avant, ces réactions qui sont héritées de notre développement, hein, en tant qu'humain. Donc dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, la fuite, voilà, c'est ce que vous voyez là, ça va être plutôt un sentiment d'anxiété, ou bien une gêne, ou plutôt une émotion de peur, ou la panique, ça va plutôt être ça. L'inhibition, si on a tendance à réagir comme ça, ou dans une situation donnée, on réagit comme ça va être plutôt le découragement, déprime, inaction, donc on va plus agir, hein. Et puis la lutte, eh bien, la lutte, comme vous voyez sur la photo là, ça va être de réagir avec impatience, avec colère, ou peut-être des émotions autour de la colère. Voilà. Donc pour faire le lien dans la vie de tous les jours, hein, qu'est-ce que c'est que ces manifestations et ces formes du stress? Mhm. Après, elles sont pas mauvaises en soi, et bon, on verra, les émotions, c'est des formes d'énergie aussi, et c'est une manière de réagir. Après, tout est dans la Mais mesure et l'adaptation. c'est peut-être aussi dû au fait que c'est tout dans la régulation de nos émotions aussi. Parce que si on apprend dès qu'on est petit aux enfants à exprimer les émotions, à pouvoir montrer qu'ils ont une légitimité à pouvoir effectivement s'exprimer dans la colère, dans la peur, etc., peut-être qu'aussi progressivement à l'âge de l'adolescence ou à l'âge adulte, eh bien, au lieu d'être dans la colère et l'énervement, on arrivera peut-être mieux à gérer effectivement notre réaction face à du stress. Oui, bien sûr. Et Karine, tu es la spécialiste dans le domaine, donc il y a bien sûr un acquis par rapport aux capacités émotionnelles. On apprend, je pense, toute la vie. Et les émotions, même en tant qu'adultes, ont besoin de s'exprimer effectivement de manière adaptée, la plus adaptée possible. On le verra après. Les émotions, pour moi, ça reste une énergie de vie et d'adaptation aussi. Donc voilà. Après, effectivement, savoir déjà les reconnaître, les vivre, et puis les transformer. Ah. Ça, Mhm. mais je pense que c'est un parcours de vie aussi pour chacun de nous, hein. C'est ça qui va engendrer finalement un comportement plus ou moins approprié en fonction du moment où
on aura appris à justement les réguler, ces émotions-là. Mais tu en parles également un petit peu plus tard, hein. Alors, on va proposer un nouveau quiz peut-être avant d'entamer justement la partie ressources. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein, vis-à-vis de tout ça? Donc, une nouvelle question qu'on a à vous poser. Quelle est votre réaction sous stress la plus habituelle en règle générale? Oui, non. Oui, ah, et là, bah, c'est pas grave, je vois qu'on Alors, a. En fait, c'était les trois options précédentes. ouais, on Mais a ça fait peut une être une erreur. Ouais. réflexion pour soi et pas forcément un partage dans Ouais, le coup. c'est ça. C'est celle-là, il fallait en fait la retirer. Ouais, donc du coup, celle-là, on l'enlève. Il y a eu un petit couac. C'est pas grave. On l'enlève celle-ci. Donc, alors, on va passer alors maintenant à la partie. Donc, tu nous as un petit peu expliqué effectivement comment Oui, on cette pouvait question, juste, réagir. ça peut être une, pardon, je t'interromps, Karine, Oui, une, vas-y, je t'en euh, prie. une réflexion pour les personnes, hein, suite à ce qu'on a dit sur les trois réactions, voilà, de se dire, ah oui, tiens, bah moi j'ai plutôt tendance à réagir comme ça, j'avais pas, peut-être, voilà, de prendre conscience, et puis aussi de se dire, ah, mais une autre personne, c'est vrai elle réagit comme ça, voilà. Donc ça permet aussi de comprendre des De réactions, se poser la euh, question de savoir comment nous-mêmes c'est on ça, réagit c'est face à ça, ça. Ouais. voilà. Oui, en Donc, fait, il n'y avait pas les trois éléments. Bon, c'est pas grave. pas Petit grave. code. Alors, maintenant, tu vas peut-être un petit peu nous parler de nos ressources, parce que des ressources, on en a beaucoup quand même, tous, et heureusement d'ailleurs. Donc, ça peut être sur différents plans, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel. Alors, sur le plan physique déjà, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour gérer ce stress? Voilà. Alors sur et les ressources, c'est effectivement le plus important. Qu'est-ce qu'on a pour vivre avec ces stress qui de toute façon sont là et les vivre le mieux possible. Alors sur le plan physique, j'ai commencé par des choses évidentes, à savoir l'alimentation qui joue un rôle aussi, le sommeil. Je l'ai même pas marqué tellement peut-être c'était évident, mais c'est Mais c'est important de essentiel. le redire parce que beaucoup de gens ne dorment pas assez. Oui, oui, et le sommeil, tout ce que je vais dire après au niveau mental et émotionnel, hein, si on a un manque de sommeil, on n'a pas ces ressources-là aussi, donc effectivement, c'est essentiel. L'activité physique, alors ça, si vous voulez, c'est au niveau, tout ce qu'on a dit là, ces réactions sous stress qui sont naturelles, hein. Déjà le fait d'être le plus possible en mouvement et actif, ça permet d'éliminer en fait de notre corps. Il est fait pour bouger, hein, et le mouvement, il aide à, à lâcher ces tensions et à régénérer. Donc, si, c'est vrai que si on a un travail de bureau et qu'on a tendance à être très statique, par exemple, bah, c'est vrai que si on a beaucoup de stress, on va mettre beaucoup de tension dans le corps et une des manières toutes simples, c'est déjà de bouger, de marcher, qu'on soit sportif ou pas, mais d'être dans le mouvement à un moment donné pour libérer les tensions qui se mettent naturellement dans le corps. Alors ensuite, au niveau au-dessus, je dirais, c'est avoir des techniques de relaxation. C'est ce que vous propose un sophrologue, mais plein d'autres approches, mais vraiment intégrer des techniques de relâcher les tensions dans le corps. Et lorsqu'on relâche le corps, on relâche aussi le mental, hein. Les deux vont ensemble. Donc, lâcher les tensions. Il y a un équilibre naturel entre la tension et la détente. Et en tant que sophrologue, on travaille beaucoup là-dessus. Ça ne veut pas dire être tout le temps le plus décontracté possible. C'est pas ça. La tension, elle aide, c'est une stimulation aussi. Mais c'est apprendre à trouver cet équilibre et toujours jouer sur les deux, éventuellement avoir des outils quand il y a beaucoup de tension, comme le font les sportifs de haut niveau ou je pense aux navigateurs du Vendée Globe, là c'est d'actualité, qui ont des techniques comme ça pour des pauses flash, des pauses de récupération pour lâcher un petit moment ça permet de récupérer. Et puis, dernier outil, en tout cas au niveau du corps, la respiration. En fait, c'est le seul paramètre physiologique sur lequel vous pouvez agir. Quand j'ai dit le cœur palpite, il y a des choses qui se passent au niveau du cerveau, au niveau des tensions musculaires, tout ça, vous ne pouvez pas le contrôler. C'est inné, c'est programmé, vous ne pouvez pas agir dessus dans l'instant. La seule chose sur laquelle vous pouvez agir, c'est votre respiration. Et en utilisant votre respiration, vous pouvez apprendre à contrebalancer l'effet du stress et vous mettre tout de suite dans un état de détente supplémentaire. Et tout ce qui est anxiété, par exemple, ça va
arrêter la montée anxieuse. Tout ce qui est crise de panique aussi. Alors bon, ça se travaille et c'est pas que la respiration, mais ça va aussi aider. Donc la respiration, et c'est la diapositive suivante aussi. C'est vraiment un outil, j'ai envie de Magique. dire magique, c'est ça, on a eu la même idée. Voilà, ça apaise hein, en calmant la respiration, ce que j'avais montré sur la diapositive du corps. Ça va faire basculer le corps c'est le système parasympathique qui va prendre le dessus et ça va apaiser. Donc, on va donner une réponse apaisante. Aussi, en nous connectant à notre respiration, on est connecté à nous-mêmes et en soi déjà, c'est une façon de gérer le stress. Et puis, là aussi, il y a des études qui le montrent. En travaillant la respiration, cet état de calme, il se grave dans le cerveau. C'est-à-dire que vous apprenez à l'utiliser même inconsciemment à un moment donné, dans une situation un peu stressante. Ben, naturellement, vous allez dire, OK, je veux faire baisser la tension, donc je vais respirer. Donc ça s'apprend avec des exercices de respiration. Donc voilà, c'est un instrument, c'est la dernière phrase, vous voyez, de régulation émotionnelle. C'est gratuit, tout le monde respire. La respiration, c'est la vie. Et voilà, et c'est facile de l'utiliser. Et je vais vous proposer après, si vous le souhaitez, des exercices de respiration. Ah, ben justement, j'allais dire, est-ce que tu vas nous faire le cadeau de faire quelques petits exercices de respiration? Est-ce qu'on va commencer maintenant ou est-ce qu'on le fait un petit peu plus tard? Alors moi, je veux bien le faire On peut maintenant. essayer maintenant, puis on reprend après? Oui, Oui? on va le, je propose qu'on le fasse maintenant. Voilà, donc en ligne, alors je vais vous expliquer, ça va être un exercice tout simple, hein, vraiment les plus simples possible. Peut-être certains d'entre vous ont déjà l'expérience d'exercices de respiration. Pour les autres, une découverte, je ne sais pas, on pourra partager après à la fin ou à travers le chat. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est déjà alors, vous êtes peut-être, quelle que soit la situation, vous pouvez être assis, si vous pouvez ou voulez vous coucher, vous pouvez vous coucher ou voilà. On a Quel oublié de que leur soit. dire qu'il fallait un tapis. J'ai pas Oui, on n'a prévu pas dit. Mais en fait, c'est ça qui est bien. C'est aussi de se dire que on peut se connecter à sa respiration dans n'importe quelle situation. Je vais vous proposer de fermer les yeux pour les personnes en ligne pour être plus connecté à sa respiration. Bien sûr, si vous conduisez ou je ne sais pas, ou si vous ne pouvez pas fermer les yeux, ce n'est pas grave. Mais si vous souhaitez le faire et que vous voulez le faire, c'est d'autant plus facile de se connecter à sa respiration. Donc voilà, donc ce que je vais vous proposer, c'est simplement d'amener toute votre attention à la respiration et à ce que je vous propose de suivre, et puis d'être vraiment juste dans les sensations. Et ça, en soi, c'est un exercice de connexion à soi. Donc voilà, on est parti pour quelques minutes. Si vous fermez les yeux, eh bien, si vous souhaitez le faire, c'est le moment de fermer les yeux tranquillement. Et sinon, dans tous les cas, eh ben, la première chose que je vais vous proposer, c'est d'aller ressentir là en ce moment votre respiration. Donc simplement vous connecter à vos sensations. Comment est-ce que là, vous êtes en train de respirer en ce moment? Donc peut-être vous pouvez sentir au niveau de l'air qui entre et qui sort, simplement prendre conscience du fait que vous inspirez, qu'il y a de l'air qui rentre, probablement par votre nez, peut-être par votre bouche, et de l'air qui sort. Juste ça, sans rien changer, simplement prendre conscience de votre respiration et prendre quelques instants pour l'observer, c'est-à-dire observer le rythme, observer les mouvements dans votre corps. Juste sentir ça pendant quelques instants. Voilà, et puis maintenant cette respiration, je vais vous proposer d'aller la sentir au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine. C'est souvent ce qui est le plus naturel.
d'aller ressentir pendant là aussi quelques instants ce mouvement au niveau de la cage thoracique. Et puis maintenant, je vais vous proposer, si vous pouvez le faire, si vous souhaitez le faire, d'aller mettre une main ou vos mains sur votre ventre. Donc plus ou moins au niveau du nombril, au niveau de cette partie-là de votre corps, au niveau du ventre, du nombril. Et là, vous allez, toujours en restant connecté à votre respiration, essayer d'aller sentir, si vous pouvez sentir au niveau de votre ventre, un mouvement respiratoire. Alors c'est un mouvement très léger, surtout au début, où vous pouvez sentir lorsque vous inspirez, votre ventre se gonfle un petit peu. Et lorsque vous expirez, votre ventre s'abaisse, se dégonfle un petit peu. Voilà, juste prendre quelques instants. Vous voyez si c'est possible d'installer cette respiration, en fait une respiration plus basse au niveau du ventre. Ça, c'est déjà une respiration plus calme lorsque vous pouvez la sentir au niveau du ventre. Et juste d'aller la ressentir pendant quelques instants. Et maintenant, avec cette respiration-là, si vous l'avez sentie, et même si vous ne l'avez pas sentie, juste en étant connecté à votre respiration du moment, je vais vous proposer une dernière chose, c'est à chaque inspiration d'aller inspirer un sentiment. Alors moi, je vais vous proposer par exemple le calme, la confiance, mais ça peut être autre chose que voilà que vous souhaitez inspirer en ce moment. Et à chaque inspiration, vous pouvez donc mettre sur cette inspire ce sentiment, par exemple de calme. Inspire le calme et quand vous soufflez, physiquement mais même mentalement, allez souffler ce calme dans tout votre corps et l'installer dans tout votre corps avec chaque respiration. Lorsque vous inspirez, inspirez le calme, inspirez ce que vous avez envie d'inspirer en ce moment, peu importe. C'est vous qui savez. Et soufflez, vous allez l'installer, le diffuser dans tout votre corps. Et encore quelques mouvements respiratoires si ça vous parle. Inspirez et diffusez dans tout votre corps. Voilà, s'il y a des sensations ou si cet exercice vous a plu, vous pouvez bien enregistrer les sensations. Si cette respiration au niveau du ventre, ça vous a fait du bien, vous pouvez l'enregistrer. Également, cet exercice d'inspirer un sentiment et de le diffuser à l'intérieur. Et c'est la fin de l'exercice, donc voilà, je vais vous proposer tranquillement de rouvrir les yeux, de revenir. Voilà, c'était juste quelques minutes, hein, c'est vraiment une mini pause. Je crois qu'on a fait, c'est même pas 2 minutes. Et Mais bien sûr, c'est juste pour montrer, voilà, comment on peut s'arrêter un moment, se connecter à cette respiration et déjà trouver, en général, sinon ça se travaille, un état de calme intérieur qui est essentiel en fait. alors moi, j'ai envie de te dire, je suis surprise que ça fasse que 2 minutes. J'aurais pensé un peu plus. Et honnêtement, jusqu'à maintenant, j'étais un peu sous tension parce que je maîtrise pas bien le GoToWebinar, je voyais pas bien les questions des gens. Ces 2 petites minutes m'ont permis vraiment de redescendre en tension. Je sens que mon taux de cortisol, il est beaucoup plus bas et là, je me sens beaucoup plus zen. Donc, il suffit finalement de pas beaucoup de temps. On peut peut-être tous se prendre ces 2-3 minutes dans la journée pour essayer de faire cette sorte de body scan et de voir ce qu'on ressent dans le corps, quoi. Oui, alors il y a plusieurs manières de faire des pauses. Ah, je vois que ma connexion est un peu plus mauvaise, j'espère que ça passe, toujours. On t'entend, on t'entend. Euh, d'accord, bon, vous m'entendez, c'est bien. Euh,
effectivement, il y a différentes façons de faire des pauses. Celle-ci est peut-être la plus simple, hein, et même les yeux ouverts, même au bureau ou quoi que ce soit, c'est possible. Et tout simplement aussi au niveau du cerveau, c'est qu'on peut pas être juste là, présent à notre respiration et avoir la tête ailleurs. Donc pendant un moment, on va être juste dans l'instant présent, on va être juste connecté à nos sensations et en soi, ça, c'est déjà très calmant. Et pour les personnes qui ont tendance à être anxieuses ou ces moments où vous pouvez avoir des moments d'anxiété, ben ça, c'est une très bonne approche toute simple pour commencer et pour arrêter la spirale anxieuse. Alors, petit souci sur le slide, voilà. Ok, merci Nadège pour ce petit exercice de respiration. Alors, on a parlé maintenant sur le plan physique de ces bienfaits, notamment de la respiration. Est-ce que on peut maintenant peut-être parler sur le plan mental? Qu'est-ce que ça fait? Oui, j'ai éteint ma caméra simplement pour voir si je revenais après. Donc, je suis toujours là, hein. On t'entend en tout cas. D'accord. Alors, je continue et la caméra va repartir parce que c'était figé de mon côté. Oui. Euh, alors, effectivement, sur le plan mental, et c'est très important. Ah, non, bon, je vois que j'ai un Alors, petit problème avec la caméra. J'espère que ça va repartir. on t'entend en tout cas, Bon, Nadège. alors je continue et je pense que la caméra va repartir. Donc sur le plan mental, en fait, il y avait une question d'avant, mais je vais vous la poser oralement ou vous demander d'y réfléchir. Donc là, on a vu sur le plan physique, hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ces réactions physiques. Sur le plan mental, c'est tout aussi important. Et la question que je voulais, une des questions que je voulais poser, c'était est-ce que vous avez une idée des facteurs au niveau mental qui sont les plus impactants dans les études. C'est-à-dire, on a fait plein d'études et on a regardé qu'est-ce qui faisait que, alors pas que sur les plans, en fait, sur tous les plans, pardon, mais qu'est-ce qui faisait, quel était le facteur de stress qui était le plus impactant dans ce que les gens vivaient. Et je vais vous donner la réponse sans peut-être que sans que vous y réfléchissiez. C'est en fait plein d'études ont montré que c'est le fait que on se sente stressé et qu'on se dise que c'est une situation stressante, difficile et que ça nous stresse et qu'on la vive ainsi et qu'on l'entretienne ainsi, qui est le plus grand facteur de stress. Donc en fait, ce qu'on se dit sur une situation est le facteur le plus impactant sur la façon dont on va la vivre. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre conscience. C'est-à-dire que au niveau des pensées, de se dire que ce qu'on se dit sur une situation, eh ben ça engendre la façon dont on va la vivre. Et je vais vous proposer une approche très simple que j'utilise en coaching, par exemple, et la plupart des coachs ou bien d'autres accompagnants, ou que peut-être vous utilisez déjà. Mais c'est par exemple sur une situation concrète qui vous stresse en ce moment, une situation, quelque chose qui est impactant pour vous, qui vous stresse. De prendre un papier et puis vous faites deux cercles comme ça, hein, 2 cercles sur votre feuille. Et puis sur le premier cercle, vous listez tous les facteurs, tous les éléments sur lesquels vous pouvez agir ou vous pouvez influencer. Donc, je ne sais pas quel exemple je pourrais prendre. Le, le fait que, je vais prendre un exemple familial, mes enfants ont une semaine d'école à la maison, voilà, et que ça va être plus difficile à gérer. Donc là, listez tous les facteurs sur lesquels vous pouvez agir ou influencer. Qu'est-ce que vous pouvez, est-ce que ça peut être l'organisation? Est-ce que ça peut être par rapport à votre travail? Est-ce que ça peut être par rapport à la façon dont vous organisez? Enfin, plein de choses, tout ce sur quoi vous pouvez agir. Et puis dans l'autre cercle, vous inscrivez tout ce sur quoi vous ne pouvez pas agir.
Dans le cas présent, ça va être, ben, vous pouvez pas agir sur cette décision a priori. Vous pouvez pas agir sur le temps que ça va durer, ou voilà. Donc, de faire la différence entre ça, ce sur quoi je peux agir et ce sur quoi je peux pas agir. Et ça, déjà, ça libère en soi. Les choses sur lesquelles on peut pas agir, eh bien sûr, l'acceptation, c'est la plus sage des décisions. Et puis le reste, eh bien, c'est d'agir sur les autres facteurs. Et ça, déjà, c'est une autre façon de voir une situation. Et aussi, et je vais arrêter là-dessus, de voir quels peuvent être les côtés positifs de cette situation. Lorsqu'il y a quelque chose de stressant, naturellement, on va voir le négatif, on va voir tout ce que ça crée de négatif pour nous, mais de se forcer à se dire, OK, il y a sans doute des points positifs de cette situation. C'est quoi ces points positifs? Et pareil, les écrire. Ou qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça? Et là aussi, c'est une autre façon de vivre et de voir les choses. Ça répond notamment à une question, j'étais en train de regarder les quelques questions qu'on avait. C'est Kaina qui nous dit peut-on combattre le stress à son origine ou doit-on seulement apprendre à le gérer? Donc clairement, tu y réponds, quoi. On peut bien entendu combattre le stress à son origine en justement, c'est un exemple que tu as cité, de mentionner tous les facteurs finalement qui nous stressent et de voir ceux sur lesquels on peut agir et ceux sur lesquels on ne peut pas agir. Et n'oublions pas aussi de faire appel à d'autres gens, j'ai envie de dire. Parce que souvent, on pense que face au stress, on est seul, mais tu parlais des enfants notamment. N'oublions pas que quand on a le papa, la maman, chacun peut prendre une part. Et quand il y a des choses qui sont très stressantes pour une maman ou un papa, par exemple, eh ben, c'est d'essayer de te partager ces tâches-là de telle sorte que ce stress diminue et qu'on puisse avoir vraiment des temps de qualité, si on prend les enfants, avec les enfants. Je donne un exemple. Par exemple, si on déteste faire les devoirs, que ça nous stresse très très fortement, on peut tout à fait dire bah, à notre conjoint, écoute, tu t'occupes des devoirs, je vais m'occuper de la douche des enfants ou de leur faire prendre le bain parce que j'aime partager ce moment-là. Et à contrario, le conjoint ne va pas aimer. Mais c'est donc de penser qu'on a des ressources autour de nous qui peuvent nous aider et on ne doit surtout pas rester seul, je pense, hein, dans ces moments de stress ou notamment quand on a de la famille, des amis, le conjoint. Souvent, on n'ose pas demander, mais en réalité, il ne faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à demander quand on est justement dans un stress intense comme ça. Et pour répondre à la question, ben, en fait, j'ai envie de dire les deux. C'est vrai que sur la réaction physique, elle est souvent assez réflexe mais ça c'est une réaction naturelle, donc c'est pas grave non plus, hein. On apprend vite à faire baisser le niveau et souvent c'est une réaction qui est là, mais qui si après on gère par la suite sur les différents niveaux, ça passe. Et après, ben, je pense que chacun peut l'avoir vécu dans sa vie en fait. C'est l'expérience aussi, c'est-à-dire des situations qui nous stressaient avant parce qu'on les a vécues, on a su les gérer, ne nous stressent plus du tout. Et bien sûr, on peut vivre des choses qui sont nouvelles et qui vont être de nouveau stressantes. Mais voilà, c'est aussi lié à la confiance de savoir qu'on peut gérer une situation. Donc, à ce niveau-là, on agit directement avant le stress. C'est-à-dire une même situation ne va plus nous stresser alors qu'elle était stressante pour nous avant. Mmh. Ok, très bien. Alors, on va passer au slide suivant, peut-être. C'est toujours donc sur le plan mental. On doit muscler notre cortex préfrontal. Oui, alors explique-nous. qu'est-ce que ça veut dire? Et je regarde le temps en même temps. On est toujours sur le mental, mais c'est dans le même ordre des choses, c'est-à-dire que et ça c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, aussi il y a des études et c'est toutes les neurosciences aussi, hein, qui ont mis en évidence ça. C'est-à-dire que le stress c'est une réaction automatique au niveau du cerveau, entre autres limbique. Et donc lorsqu'on s'exerce à voir une situation stressante d'une autre façon, par exemple en se disant avec rationalité, par exemple, la tempérer ou la raisonner, cette situation, ou bien la relativiser, ou bien échanger avec d'autres personnes qui la verront autrement. C'est ce que tu disais aussi, Karine. Ou bien être curieux, se dire, tiens, qu'est-ce que je peux bien apprendre de cette situation? Ou bien nuancer, dire, OK,
oui, bon là c'est difficile. En même temps, voilà, c'est peut-être pas si grave ou bien voilà. Toutes ces approches-là, on est dans une approche préfrontale, c'est cette partie-là de notre cerveau devant là, c'est-à-dire on est en train de travailler sur notre stress et déjà on le diminue parce qu'on est en train de le gérer quand on fait ça. Donc voilà, s'exercer à se dire comment je pourrais la voir cette situation, comme je dis, mettre des lunettes qui vont vous aider à voir la situation autrement. Et ça, ces lunettes, elles sont très importantes et on peut choisir de les mettre. On peut dire à un moment donné, OK, bon, c'est pas facile, voilà, mais comment je pourrais voir cette situation-là avec des lunettes qui m'aident? Et ça, déjà, ça fait baisser le niveau de stress. Et puis, bon, ça, je passe un petit peu plus vite. Les moments de pause aussi, au niveau mental, c'est comme au niveau physique, hein, c'est-à-dire qu'il y a des limites aussi, hein. Si vous avez une grande charge mentale, je veux dire que ce soit au travail ou lié à des choses qui se passent, etc. Ça, c'est une réalité. Il faut aussi décharger comme on décharge sur le plan physique, donc savoir faire des pauses, savoir lâcher prise vraiment mentalement pour se ressourcer et être capable de nouveau de faire face et de gérer, hein. Ça, c'est une énergie. Donc, sur le plan mental, c'est comme sur le plan physique. Il faut lâcher prise à un moment donné et recharger ses ressources mentales pour pouvoir faire face. Si on fait face à quelque chose de difficile, qui dure, voilà, on peut y arriver, mais il faut aussi savoir gérer ça et se donner des moments de pause. Alors le mental, il est aussi lié aux ressources émotionnelles. Le mental, tu parlais du cortex préfrontal et d'où l'importance de réguler ses émotions pour être en mesure de faire en sorte que notre cortex préfrontal puisse justement prendre cette prise de recul dont tu parles pour justement éviter d'être trop en tension, trop d'anxiété, trop de stress. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu maintenant justement de ces ressources émotionnelles? Oui, alors les émotions, oui, forcément le stress et émotions sont liés. Donc je vais poser une question qui va tout de suite introduire les sujets. C'est voilà, vous avez ici une liste avec des émotions positives. Bah, de penser à votre journée, donc journée de mardi aujourd'hui. Quelle émotion positive avez-vous ressenti aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des moments, voilà, où vous avez ressenti des émotions parmi celles qui sont là? Et bon, il y a 10 émotions positives. Je ne vais pas toutes les citer, et puis je vois que le temps tourne, mais par exemple la joie, l'amour en deux mots, l'amour ça peut être l'amour dans des situations avec des enfants ou avec d'autres personnes. C'est un sentiment de connexion à l'autre, hein. C'est plus beaucoup plus large que l'amour dans une relation de couple. C'est vraiment un sentiment de connexion à l'autre, l'espoir, l'inspiration, la curiosité. Voilà, donc si vous voulez partager dans le chat ou sinon c'est pour vous de vous dire tiens aujourd'hui qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion positive? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où j'ai ressenti ces émotions positives? D'accord. Alors, un petit souci de slide. Voilà, c'est bon. Et j'ai envie de dire, si je peux me permettre, Nadège, en fait, il faudrait même parler d'émotions, enfin, émotions favorables ou des émotions défavorables. Parce que souvent, les gens ont tendance à parler d'émotions positives ou négatives, mais il faut savoir qu'aucune émotion n'est négative parce que toutes les émotions sont nécessaires pour notre survie. Même si survie maintenant à notre ère est un bien grand mot, mais toutes les émotions sont nécessaires parce qu'elles répondent à un besoin assouvi ou non assouvi. Quand ce sont des émotions positives ou favorables, on répond à un besoin. Et quand ce sont des émotions défavorables, c'est qu'on a un besoin qui n'est pas assouvi et c'est la raison pour laquelle cette émotion-là va nous aider à comprendre quelles sont les solutions qu'on peut mettre en œuvre pour répondre à ce besoin. Donc voilà, je faisais cette petite parenthèse que souvent on parle d'émotions négatives, mais il n'y en a pas des émotions négatives. Elles sont toutes utiles. Elles sont plus difficiles à réguler. C'est la différence, évidemment. Parce que quand on est joyeux, on n'a pas besoin de réguler notre émotion. Ou si, parfois, on nous dit « Ouh là là, t'es joyeux, t'es trop spontané, redescends un peu. » Mais à part ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple.
Tout à fait. Et en tout cas, c'est un ressenti qu'on peut qualifier de plus positif. Mais oui, toutes ont une bonne raison d'être là et ce sont toutes des énergies de toute façon qui peuvent permettre de se mettre en mouvement et qui doivent être de toute façon vécues et on doit s'y connecter. Euh, donc J'allais te pour suivre. faire le lien, oui, au niveau du stress en tout cas, et c'est la question d'après. Je sais pas si on la pose en quiz ou pas, Si, on va la mais poser en quiz, on va celle-là. la poser. Oui, je pense que c'est bien. Mhm. Donc je vais le faire. De Vas-y. savoir, est-ce que d'après vous, euh, les émotions, alors c'est la question d'après, les émotions positives, est-ce qu'elles ont un effet positif et les émotions négatives, un effet négatif sur la santé et sur le stress, entre autres? Bon, je pense qu'on sait. Ouais. Voilà, c'est celle-là. Ok, donc on va reposer la question parce qu'il y avait une diapo qui n'était pas bonne. Les émotions dites négatives ont-elles un impact négatif sur notre santé? A contrario, les émotions positives ont-elles un impact positif sur la santé? Oui ou non? Alors, on a 70% de votants. On va attendre quelques secondes. Voilà, 80%. Alors, on est à peu près à 80%, je pense qu'on peut diffuser. Donc, 87% des personnes disent oui et 13% des personnes disent non. Alors, je serais intéressée peut-être dans le chat ou dans les questions qu'on nous dise pourquoi on pense que c'est non. Alors, Nadège, est-ce que c'est oui ou c'est non d'abord? Alors c'est oui. Mais c'est vrai que c'est bien de se poser la question parce qu'on parle de la santé, comme on dit, on pourrait se dire, ok, si je suis en colère, j'ai le droit d'être en colère et peut-être que c'est mieux que ça s'exprime, etc. En fait, les études, ce qu'elles ont montré, c'est surtout si on parle là aussi d'une chronicité hein, d'émotions, c'est-à-dire quelque chose qui dure et qui s'installe. Hein. C'est pas parce que on va être en colère à un moment de la journée que voilà, ça va avoir un impact sur notre santé. Mais clairement, par exemple, au niveau du cœur et des maladies cardiaques, là, les études ont montré, et sur le long terme, que les émotions négatives chroniques ont un effet et sont liées à l'émergence de maladies cardiaques, par exemple. Donc là, on voit vraiment le lien entre le fait d'être dans une émotion dite négative hein, et pendant longtemps avec le lien sur la santé. Donc, comme quand on dit, enfin, naturellement on le dit, ou même avoir mal au cœur ou des émotions comme ça, ou la tristesse. Mais en tout cas, au niveau cardiaque, c'est là où il y a une évidence médicale et c'est intéressant. Et donc, ces mêmes études, elles montrent que si à un moment donné, on balance ça avec des émotions positives, et il peut y avoir des périodes où il y a beaucoup d'émotions négatives, etc. Mais voilà, à partir du moment où il y a un équilibre, où qu'on arrive à garder des émotions positives, eh bien, en tout cas, au niveau de la santé, les émotions positives, elles viennent atténuer ces effets négatifs des émotions négatives. Donc, c'est pour ça que la réponse est oui. Euh, et donc, il y a un lien entre les émotions de manière chronique et la santé. Voilà. D'accord. Alors, je suis en train de regarder les quelques questions, Nadège. Peut-être on les aborde à la fin. On Oui, en fait, poursuit on a puis on les presque aborde à la fini, fin. hein, oui, Ouais, parce que l'émotion, on va clôturer là-dessus. Donc, d'accord. sur la diapositive d'après, en fait, hein, du coup, quoi faire avec ces émotions? Quelles sont les ressources que nous avons? Eh bien, les émotions dites négatives là dont on parle, ben, on est capable de les lâcher. Moi, j'utilise le terme lâcher, mais c'est une forme de lâcher prise. Hein. C'est à un moment donné de peut-être de l'exprimer. On peut les écrire ces émotions. Hein. On peut prendre une feuille et écrire ce qu'on ressent. Ça aide beaucoup. On peut
exprimer sa colère, pas contre une personne de manière violente, mais voilà, mettre des mots. Il y a plein de manières et voilà. Et là, du coup, on la transforme cette émotion et puis décider à un moment donné de la lâcher, hein, de pas rester dedans, de pas l'entretenir. Voilà, c'est ça quand je dis lâcher prise sur les émotions négatives. Et puis les émotions positives, eh bien les vivre pleinement. Alors ça, c'est cette sagesse, je pense qu'on a tous, hein, mais de tous ces petits trésors du quotidien, ces petits moments, c'est rien. C'est un moment où on va regarder un ciel et on va trouver ça beau. Avoir un moment où on va se sentir bien avec quelqu'un et voilà, et être connecté à ce moment. Ou avoir ce moment de gratitude, de se dire qu'est-ce que j'ai de la chance que voilà que d'être entouré par des amis, de pouvoir échanger, voilà la gratitude. Donc tout ça c'est au quotidien, hein, ce que j'appelle les petits trésors du quotidien, et c'est de les cultiver ces émotions positives. Et ça fait du bien. C'est, j'ai envie de dire, le baume au cœur, et il est essentiel. Et ça peut s'apprendre, hein, et ça se cultive aussi, voilà. Mais le baume au cœur, c'est voilà, j'aime bien cette expression, mais je trouve que ça parle de ça. C'est ce positif qu'on peut entretenir dans la vie de tous les jours, qui est très très important sur le plan émotionnel. Et moi, je dis souvent aux enseignants avec lesquels quand je forme les enseignants, je leur dis toujours, et aux parents aussi, mais on dit souvent aux enfants quand ils sont pas en forme ou pensez aux choses qui sont agréables, qui se sont bien passées dans la journée, un peu comme les trois kiffs. Donc les trois kiffs, c'est de se dire, ben, dans votre journée, même si vous avez des journées pourries, il y a toujours des choses qui se sont bien passées. Donc comme tu le dis, essayons de voir les choses qui se sont bien passées, qui nous ont rendus heureux à un moment dans notre journée. Et ça permet de contrebalancer, parce que forcément le négatif va rester davantage dans notre cerveau. Alors que le positif, on va limite trouver ça normal. Mais en fait, si on y pense, ça permet de relativiser et de rééquilibrer un peu sa balance interne et de se dire, ah mais oui, quand même, aujourd'hui, ah ouais, j'ai vécu ça, c'était quand même chouette, j'ai vécu ça. Et moi, je le fais systématiquement avec mes enfants quand ils rentrent de l'école. Et quand ils ont passé une sale journée, quand ils repensent aux trucs sympas, finalement, ils se disent, bon, c'était pas si mal. Et on peut le faire tout à fait quand on est adulte. Oui, oui, tout à fait. Et d'autant plus, ce qui est, comme tu le dis, Karine, pas forcément naturel, parce que notre cerveau, et ça, c'est aussi le développement, il est programmé aussi pour avoir conscience du négatif. Mais voilà, même si c'est difficile d'avoir ces moments, de se dire, tiens, ben, j'ai espoir, par exemple, là, l'espoir, en quoi j'ai espoir, voilà. Ça, c'est une émotion positive. Et s'y connecter pleinement, c'est une ressource positive qui est là, et on peut voilà, on peut vivre des choses difficiles. La vie, je veux dire, n'est pas un long fleuve tranquille, voilà, mais c'est cette attitude et cette conscience émotionnelle qui permet de balancer. Et voilà, c'est pour ça que vous avez le petit bonhomme, là, positif, négatif. Et voilà, au niveau des émotions, ça rentre dans la balance du stress, clairement, parce que l'émotion positive, elle va aller balancer le stress lié à l'émotion négative. Et donc, pour conclure, comme je vois que le temps passe, on peut agir sur ces trois niveaux, ces trois plans. Au niveau physique, déjà comprendre ce qu'est le stress, et puis savoir avoir des techniques, des petits outils du quotidien. Ensuite, au niveau mental, donc utiliser ses ressources mentales pour bien réagir dans une situation. Et puis au niveau émotionnel, voilà, se dire, bon, au niveau émotionnel, où j'en suis, est-ce qu'il y a bien des émotions positives qui m'aident? Et j'ai mis cette citation en, action, mais voilà, il y a toujours un espace d'action. Euh, euh, Il T'entends plus très bien? y a toujours un, un, Ça saccade. un moment si ça, c'est la manière dont on réagit, choisir. Oui, voilà. Bon, si vous m'entendez pas très bien. Maintenant, on t'entend, mais je pense que c'est décalé.
Ok, en tout cas, voilà, je pense qu'il est Ah, 18h39. oui, On est-ce que a vous m'entendez passé. maintenant? Ouais, on t'entend. C'est un peu décalé, Nadège. Donc, du coup, Bon. je pense qu'on va passer aux questions. Ça fait une petite. Ouais, ça fait déjà 1h10, hein. Et donc, on a encore 5 petites minutes pour passer aux questions. J'espère que effectivement vous avez pu voilà, avoir quelques clés et quelques outils qui vous ont permis de vous sentir, enfin, de trouver des solutions pour vous sentir un petit peu mieux, un peu moins sous stress. Alors, j'ai perdu Nadège. Je ne sais pas, voilà, elle se reconnecte doucement. Donc là, j'en profite pour Je suis regarder vos là. questions. Ah, voilà, voilà, Nadège, très bien. Donc j'allais lire les questions, Nadège. Alors, bah, il y a une remarque d'Abdoul qui dit aujourd'hui, j'ai plus ressenti l'espoir et la compassion. Super, on est content. Euh, alors, euh, donc c'est Kaina qui nous dit, tu m'entends, Nadège? Parce que je te vois plus. Peut-être tu m'entends, Oui, tu as le son mais pas tout l'image, à fait, voilà. j'entends. Donc, c'est Kainé qui nous dit comment réussir concrètement à lâcher prise sur les émotions négatives. Oui, alors, c'est une bonne question et j'ai envie de dire c'est toujours plus facile de le dire que parfois de le faire. En tout cas, je vais faire une réponse de sophrologue euh, et peut-être parler de mon expérience aussi, hein. Les émotions, c'est quand même une énergie qui est là et qui a besoin de s'exprimer. Donc en sophrologie, par exemple, on va faire des exercices pratiques pour évacuer, mettre une intention d'évacuer une émotion, une colère par exemple, en faisant un mouvement comme un coup de poing par exemple qu'on donnerait mais dans le vide. Et puis voilà, y mettre vraiment tout l'objet de notre colère et puis sentir avec l'intention et sentir qu'une fois qu'on a fait ça, bien déjà il y a un changement. Donc ça peut permettre la sophrologie en ça de donner un outil concret, j'ai envie de dire, pour lâcher prise. Après, c'est de l'entraînement et après, on peut apprendre à lâcher plus facilement. Euh, voilà, la relaxation en soi, c'est un lâcher prise aussi sur les émotions, hein. Entre le avant et après une séance de relaxation, on va être très différent. Et voilà, là aussi, on va relâcher des tensions, donc on va relâcher des émotions qui sont là. Ok, alors une autre question de Clémence qui dit donc sur le long terme, le stress devient oxydatif, mais il est toujours constructif de réfléchir sur ces émotions négatives. Je préférais le terme défavorable à nouveau. Les embrasser pour les transformer en énergie positive. Ah oui, moi j'aime beaucoup, ça me parle. En tout cas, Clémence, c'est quelque chose qui me parle. On parle de métabolisme de l'émotion. C'est une énergie, hein. D'ailleurs, c'est l'étymologie de émotion. Donc, c'est pour ça que aussi que Karine dit, elles sont pas négatives, positives en soi. C'est une énergie de vie, une énergie de mouvement. La colère nous dit quelque chose, la tristesse aussi. Aide est très utile pour le changement, etc. Donc, oui, moi j'aime bien cette idée de métaboliser ces émotions et d'utiliser leur énergie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, il y a une petite question, je ne sais pas si c'est évident d'y répondre. Je voudrais savoir s'il y a un lien entre l'infection et le stress. Alors, il y a un lien entre l'inflammation en général, l'inflammation et le stress. Donc, beaucoup de phénomènes inflammatoires dans le corps. Le stress vient en fait soit augmenter un phénomène inflammatoire ou peut le créer, en tout cas, ce qui est prouvé dans certains, en tout cas, ce dont j'ai parlé au niveau digestif, au niveau cardiaque, etc. Euh, voilà, après, je ne sais pas si la question. Voilà, alors c'était l'infection du coup, pardon, l'infection. Oui, c'était Euh, l'infection. oui. Euh, alors, Question le piège. système immunitaire aussi par rapport au stress, si on parle le,
un niveau de stress va booster le système immunitaire, c'est naturel, c'est un système de défense qui marche très bien, mais là aussi chronique qui va épuiser le système immunitaire. Donc la relation entre stress et système immunitaire, elle est assez complexe. J'ai lu d'ailleurs pas mal de choses avant, ça dépend aussi des personnes. Et là-dessus, on n'est pas égaux. Il faut aussi comprendre qu'on n'est pas égaux et que chacun a un organisme aussi avec un équilibre différent. Mais clairement, la réaction immunitaire, au bout d'un moment, elle va s'épuiser et donc on va être plus sujet à, une infection si c'est lié on va dire, un système immunitaire déficient que avant où on était plus protégé. Après, je ne suis pas une spécialiste de ces sujets-là, donc je laisse aux spécialistes le soin d'apporter des réponses plus précises. Voilà. Alors, une question de Cassandra, même si tu n'es pas spécialiste, est-ce qu'on peut peut-être quand même en dire un petit mot? Elle demande, Cassandra, donc merci pour votre présentation, les migraines peuvent-elles venir du stress? Alors, là aussi, je suis pas médecin et spécialiste de migraine, donc je préfère me tenir dans mon domaine de compétences. Et laisser voir à la fois avec un médecin ou un spécialiste de la migraine dans le cas précis de la personne, parce que les migraines peuvent avoir différentes origines, et aussi tout simplement que la personne essaye de voir est-ce qu'il y a un lien clairement entre l'arrivée des migraines et un certain état ou certaines situations, etc. Ce que je peux dire par contre, c'est que j'ai une expérience d'accompagner avec la sophrologie des personnes qui ont eu des migraines. Et dans ce cas-là, on travaille sur la gestion de la douleur, la perception de la migraine et tout ça. Et là, déjà, ça donne des outils. Par contre, je peux pas répondre et dans le cas précis, mais je pense que déjà aussi se poser soi-même la question et observer, ça donne des clés. euh, Ça peut donner des clés. En tout cas, moi, je suis Alors, pas, voilà, je reste dans mon médecin. domaine de compétences. Alors, une dernière question qui, celle-ci, va te parler davantage, je pense. Je pense que je subis beaucoup de pression et de stress au travail, mais à chaque fois que j'en parle, on me dit que c'est quelque chose de bien, que ceci me permettra d'apprendre et de gagner de l'expérience, mais je souffre déjà de crises d'angoisse et entendre ces propos me culpabilise. Je sens que je n'ai pas assez de motivation pour ma carrière. Vous en pensez quoi? Ah, c'est vrai que c'est une très bonne question. Alors bon, sur ce qui est dit, hein, je vais bien sûr, ça demanderait plus de dialogue et d'échange, de comprendre la situation. Euh, Lorsque j'ai parlé de performance et de stress, clairement, il peut y avoir un discours qui n'est pas, d'après moi, un discours ni bienveillant, ni qui aide la performance en soi, de dire voilà, ben le stress c'est positif, voilà. Euh, des fois, ça peut être un message autour de sortir la zone de confort ou se dépasser tout le temps, etc. Et si c'est vécu comme quelque chose de chronique et de déstabilisant, c'est pas du tout aidant. Euh, donc, c'est déjà la perception qu'on vit soi de la situation. Après, dans ce qui est rapporté, il y a une composante aussi que je pense qui est très importante à comprendre au niveau à la fois du stress et des émotions qui sont liées. C'est que si on ne se sent pas en phase avec son environnement, euh, les émotions sont là pour nous le montrer en fait. C'est-à-dire que notre corps nous parle, enfin il y a les émotions, elles sont en lien avec l'environnement. Le stress, il est aussi en lien avec l'environnement. Donc c'est là aussi de se poser la question, est-ce que finalement une situation similaire dans un autre environnement ou faire, je sais pas, enfin voir, est-ce que je suis bien dans mon environnement et est-ce que je pourrais faire les mêmes choses dans un environnement différent et me sentir mieux, par exemple. Donc, regardez ça par rapport à l'environnement. Parce que les émotions, ce sont des besoins aussi par rapport à son environnement. Et ensuite, le message, oui,
le stress peut être positif jusqu'à un certain point et je pense que tout travail peut générer un stress ou des changements, des situations vont naturellement générer un stress. Mais à partir du moment où soit il n'est pas accompagné, on n'est pas accompagné pour le gérer, ou bien si ça devient chronique, là on ne peut pas du tout parler de stress positif. Ok Nadège, je pense que bon, on est arrivé au terme, il y a encore un certain nombre de questions, mais il faut qu'on s'arrête. Donc il y aura une rediffusion, il y aura un replay qui sera disponible pour ceux qui n'ont pas suivi le début, parce qu'il y a eu des questions posées sur le sujet. Donc il y aura un replay qui sera sur la chaîne YouTube DemoSkills et également Nadège pourra la récupérer aussi pour Socolibri. Un grand merci à tous les participants qui sont restés là durant 1h20 avec nous. Un grand merci à toi, Nadège, pour ces explications éclairantes et j'espère que vraiment ça a donné des clés précieuses pour mieux gérer notre quotidien dans cette période compliquée. Je vous souhaite une excellente soirée pour ma part et on va effectivement, ma petite assistante qui est à côté, heureusement qu'elle est là, on vous enverra une petite synthèse de cette présentation, donc directement sur vos adresses mail. Pardon? Et on enverra aussi le lien de rediffusion YouTube, voilà. Et là, vous aviez effectivement l'adresse de Nadège Socolibri et ici, vous avez les réseaux sociaux DemoSkills si vous avez envie de travailler sur le développement personnel ou sur la relation avec l'enfant. N'hésitez pas à aller consulter nos réseaux sociaux ou la page emo-skills.com. Voilà. Un grand merci encore Nadège. Merci à vous, merci à tous pour l'attention et l'intérêt. Et puis voilà, restons positifs. Et alors le prochain webinaire, ça peut vous intéresser aussi, il portera sur le yoga des yeux. En effet, on a énormément on est tout le temps sur nos ordinateurs, nos tablettes, nos yeux sont fatigués et donc le yoga des yeux permet fortement d'améliorer, de reposer la vue. Et donc ça sera pour la fin du mois prochain. Pour en savoir plus, vous pourrez aller voir les événements, je n'ai pas encore la date exacte. Voilà, merci encore Nadège, merci à tous, une excellente soirée et à très bientôt dans les rendez-vous DemoSkills. Merci. Merci.